comme ça que je l'explique. Et la seule personne qui finalement, parce qu'elle l'a dit plus tard, c'est la photographe qui a pris cette photo, elle n'a pas pris absolument conscience de ce que la photo allait déclencher. Je vous interromps parce qu'on a encore plusieurs questions dans la salle. Bonsoir, j'aurais une brève question concernant la question du recadrage justement et de la retouche et quelles sont les limites à la retouche, qu'est-ce qu'on retouche ou qu'on ne retouche pas, qu'est-ce que vous vous autorisez ou non sur cette question donc, du recadrage et de la retouche. Alors, je dirais que c'est vrai qu'à l'heure du numérique, on pourrait se dire c'est tellement facile de transformer une photo. Il y a eu un débat à Perpignan l'année dernière ou il y a 2 ans où Jean-François Leroy avait demandé que les photos arrivent dans un certain format, qu'elles ne sont pas retouchées. Je trouve que le débat, c'est un peu excessif. En TIFF, non, c'est ça, hein? En TIFF, non. Non, c'était... Vous voulez avoir l'euro, c'est ça. Vous voulez avoir l'euro pour comparer les modifications. Les photos de tout temps, je veux dire, une photo en noir et blanc, tirée d'à partir d'un négatif, vous la faites tirer par 2 personnes, 2 tireurs différents, elle ne sera pas tirée de la même façon. Il y a un tireur qui va peut-être accentuer un peu plus le ciel, qui va corriger certains contrastes, des densités, des choses comme ça. Donc il y a une sorte, indirectement, d'une petite manipulation. Après, donc, ce qu'on peut faire en numérique, densifier, je ne sais pas, densifier ou éclaircir une image, c'est faire la chromie de l'image. C'est pas une manipulation, en rajoutant rien. Après, est-ce que des photos ont été, allez, on va dire le mot, un peu bidonnées, un peu rajouter des éléments, choses comme ça. Moi, je connais, sincèrement, d'abord, ça joue énormément sur la confiance. Tout va trop vite, ça va très vite, et puis souvent les choses se savent assez rapidement. Je connais que 2 cas où il y a une manipulation, et je vous assure que ce n'est pas une manipulation, c'est un photographe de reterre qui a simplement assombri un tout petit peu le ciel pour que les fumées des roquettes soient plus visibles. 700 photos sont passées, ont été écrasées et virées. Bon, voilà, c'est juste ça. Je pense que c'est une question de confiance. Quand quelqu'un nous envoie une photo numérique, on lui fait confiance. Si elle nous dit que voilà, ça s'est passé comme ça, il y a telle information sur cette photo, on est obligé de faire confiance. Si après il se passe quelque chose, que quelqu'un a repéré quelque chose, mais franchement c'est très très rare, et franchement j'ai pas surtout en photographie de guerre, en photographie de conflit ou photographie comme ça, moi j'ai pas d'exemple de choses qui soient arrivées de manipulation. Non, mais dans le cadrage, Tom disait un truc très intéressant tout à l'heure, il parlait de la photo de cet étudiant chinois, là c'est la même, devant les 3 chars. Oui, il y a 2 cadrages. Oui. Alors cette photo elle est très connue, et la photo qui est moins connue, c'est son pote à côté qui fait la même photo avec un grand angle, et il n'est pas devant 3 chars. Il y a toute une colonne de chars derrière. Une colonne de 300 chars. Donc c'est, tu vois... C'est comme la photo d'Olson avec le radeau de la Méduse. Je veux dire, il y a 3 photographes, ils ont des optiques différentes. C'est le choix d'une optique différente. Attendez. Allez-y. Bonsoir. C'était pour vous demander, en considérant le point de vue de Depardon, qui considère que le photographe a un aspect très charognard, quelles sont les limites que vous fixez, les limites déontologiques quand vous prenez une photo ? Alors moi, je suis pas. Vous me demandez en tant que photographe. Alors, je sais pas, j'imagine Vous êtes sûr que Depardon quelqu'un de blessé, de souffrant, une souffrance devant moi, où je suis le vis-à-vis de cette souffrance, j'aurai une autre attitude que la prendre en photo. Voilà. Mais ça m'est jamais arrivé comme ça, je veux dire, d'avoir à faire le choix. Voilà. Bonsoir. Je voulais vous poser la question vis-à-vis de ce que Match a fait, Alain. Je pense que vous avez été le premier magazine dans la presse française, sinon internationale, à montrer les décapitations. Décapitations qui ont fait l'objet d'un prix à Bayeux. Nous étions tous. Je vous pose la question de savoir si ce courage qui est le vôtre vous donne le sentiment, oui ou non, d'avoir été aujourd'hui compris et utile d'un point de vue civique pour dénoncer les horreurs qui sont inhérentes à la guerre. Alors c'est une question, oui. Il y a eu le prix Bayeux. Il faut rappeler que cette série de photos
a obtenu le prix du public, alors que les professionnels avaient décidé, et c'est là où il y a eu un problème, c'est que les professionnels avaient décidé d'écarter ce sujet de facto, considérant qu'il s'agissait, ça servait un petit peu la propagande de Daesh. Et nous avions publié ces photos longtemps avant, c'est-à-dire pratiquement au moment où elles ont été faites. Nous avons à l'époque procédé, ce qui était important, il faut replacer le contexte, Alain, c'est qu'on était quasiment à la fin août 2013 ou 2011, je ne sais plus, juste au moment où la coalition, enfin les Français et les Américains avaient décidé de lancer des frappes contre le régime de Bachar en Syrie. Et nous, on a ces photos qui arrivent. Alors, on a vu à l'époque beaucoup de vidéos de décapitation, d'horreur. Je me souviens qu'il y avait eu ce combattant de l'armée syrienne libre qui éventrait un soldat et qui mangeait son cœur. Enfin bon, on a vu tout un tas d'horreurs comme ça. Depuis, on en a vu des bien pires. Et d'ailleurs, on remarquera que Daesh a complètement hollywoodisé ses productions, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et là, on est face à un photographe turc qui fait un reportage dans la région d'Alep, au nord d'Alep, et qui tombe en face de... Il y a un tumulte et il s'apprête à décapiter 3 espions ou alliés de Bachar el-Assad, ce qu'on appelle les Chabiras. On ne sait pas très bien, c'est peut-être aussi des Alaouites, puisqu'il y avait quelques villages qui avaient été pris à l'époque, et donc on était déjà dans un cycle de violence extrême. Et en fait, il ne s'agit pas du tout de Daesh, il s'agit de groupes rebelles, ces fameux rebelles modérés ou apparentés modérés, ou islamistes ou un peu islamistes, enfin bref, qui ont condamné, et le tribunal de la charia d'Alep a condamné ces 3 types à être exécutés, décapités. Et le photographe étant là, au départ, il refuse de lui donner l'accès, et puis il dit si, ils reviennent sur leur décision, on ne sait pas très bien ce qui se passe, c'est lui qui l'a raconté après. Il dit si, tu vas photographier, mais tu vas te mettre devant, tu vas être là en plein milieu. Et donc le photographe assiste à... Donc tout ça nous a laissé penser que c'était un document valable journalistiquement. On a fait notre propre enquête, puisque Alvaro avait, je crois, passé du temps avec un des commandants qui était visible sur la photo, au nord d'Alep, avec Alfred. Mais c'est possible. Voilà. Voilà, il y avait 2 types sur la photo qui apparaissaient et qui étaient avec lesquels nos reporters avaient été apparentés, donc armée syrienne libre quelques mois auparavant. Donc peut-être qu'ils s'étaient radicalisés, on ne sait pas trop. Mais en attendant, il ne s'agissait pas du tout de l'État islamique. On a publié ces photos parce que ça montrait aussi ce qui se passait dans l'autre camp. Une semaine avant ou 2 semaines avant, il y avait eu l'affaire des bombardements chimiques sur la Ghouta, le quartier de Damas, avec ces photos d'enfants horribles qui ont donné lieu effectivement à cette interrogation sur le chimique et à cet engrenage qui a failli conduire à des frappes sur la Syrie. Donc nous, on a voulu montrer ce qui se passait et ces décapitations médiévales, parce que c'est pas du tout de l'expertise du bourreau saoudien. Hein. La tête met énormément de temps à tomber. C'est une boucherie sans nom. Donc on n'a pas montré les pires photos. Time Magazine en a montré un certain nombre aussi. Time s'est arrêté au moment où le couteau arrive sur la gorge. Nous, on a montré un peu le résultat, mais on a été très pudique, entre guillemets, quand il s'est agi de montrer ces photos. Mais c'était un document journalistique tout à fait valable, avec un photographe tout à fait digne de confiance, photographe de son métier, pas du tout un propagandiste ni quoi que ce soit. Et encore une fois, il ne s'agissait pas de l'État islamique, il s'agissait des rebelles, une scène un peu ordinaire dans le coin d'Alep. Voilà. On va passer aux 2 dernières questions, car nous arrivons malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti. Jean. Bonsoir. Le côté sensationnel, en fait, c'est un peu toujours limitrophe. Hein. C'est quand on montre des photos
presque indécentes, hein, comme une tête tranchée ou des morts agonisants. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de participer à ce côté sensationnel? C'est-à-dire les gens, on habitue les gens et on banalise en fait les faits, les guerres. Aujourd'hui, la guerre en Syrie qui a fait presque 500 000 morts, Assad est toujours en place. La guerre du Vietnam... Peut-être pas 500 000, hein, mais... Non, même plus peut-être, hein, on n'a pas, mais il y a quand même 10 millions de déplacés, de réfugiés. Et combien de photos encore faudrait-il pour changer l'opinion, pour surtout que ça agisse sur les hommes politiques, hein, c'est toutes les questions politiques. Deuxième question, si je peux me permettre, c'est depuis le numérique, le métier de photojournalisme est en danger. Aujourd'hui, la photo de Layan, c'était quelqu'un qui avait un portable. Et puis, non, aujourd'hui, c'est photographe. Pas du tout, c'est un vrai photographe. Non, mais bon, d'accord. Mais combien de photos on a reçues? C'est quelqu'un qui a pris une photo dans la rue pour les journaux, pour les faits divers. On envoyait plus de journalistes sur le front. Aujourd'hui, on trouve des photographes sur place. Et plein d'agences qui sont déjà fermées. Vous êtes au courant de ça. Est-ce que le métier du photojournaliste est en danger? Voilà, merci. Bon, je vais répondre à la première question. Est-ce que ces photos vont changer les choses, qu'il faut les passer? Évidemment. Une chose est sûre, c'est que c'est vrai que Paris Match est un magazine qui montre les choses, mais il y a aussi énormément de choses que nous voyons et vous ne verrez jamais. C'est un dosage. Mais il y a des fois, il faut montrer les choses. Et je prendrai comme exemple le tremblement de terre à Haïti. Je me souviens, j'étais de permanence ce week-end-là, j'en ai vu des milliers. Et des choses les plus horribles les unes que les autres. Et puis à un moment donné, je me suis arrêté sur une photo qui pour moi symbolisait tout ce drame, même la banalisation de la mort. Donc, j'ai appelé Régis, je lui ai dit voilà, j'ai trouvé une photo. On l'a passée en double. On a réfléchi avant de la passer parce qu'elle était vraiment dure. C'est la morgue d'un hôpital qui est remplie à ras-bord. Il faut la vider pour faire de la place. Donc c'est un type qui vide la morgue et il prend un enfant, tombe sur un enfant et vraiment il le jette comme dans une arabesque comme ça, comme un sac de pommes de terre qui tombe comme ça. Au lieu de passer 20 photos de corps plus horribles les unes que les autres, on a préféré passer cette photo-là qui va symboliser à peu près toute l'horreur de ce qui s'est passé à Haïti. Mais il y en a plein d'autres, encore plus horribles, qu'on n'a pas passé. Ça, c'est une décision de la rédaction en chef, de notre direction. Souvent, on pense que Match, on est toujours là, en train de passer, ouais, ça c'est bon, c'est de la photo, c'est dur, mais c'est tellement faux tout ça. Je veux dire, si vous assistez à une conférence de rédaction le lundi, quand on décide des sujets, et quand tout le monde est autour d'Olivier Royan et de Régis, et que tout le monde regarde les dossiers que le service photo lui a amenés, je peux vous dire que c'est plus des cris d'effroi souvent que de dire oh, celle-là elle est bonne, elle est très dure, ça va marcher. Non. Mais en tout cas, il faut passer ce genre de photos. Il ne faut pas tout le temps passer ce genre de photos. C'est comme, je me souviens une fois, c'était l'époque des kamikazes en Israël. On a passé cette tête posée sur le sol. Pourquoi? Parce que voilà, un kamikaze, il se met une ceinture d'explosifs et la tête saute comme un bouchon. Et elle est tombée comme ça sur la sol. On a voulu la passer. On ne l'a pas passée à chaque fois. Il y avait pratiquement des attentats toutes les semaines. On l'a passé une fois parce que... C'était la première fois qu'un média publiait ce qui restait d'un kamikaze, en fait. Exactement. Mais voilà, parce que c'est une information. C'est pas que des mots. Alors, pour compléter ce que disait Marc à propos de cette fameuse photo du tremblement de terre d'Haïti, en fait, cette photo, elle s'enchaînait. Une photo, on ne montre jamais un corps ou une souffrance par hasard. La photo comporte toujours une information. Et en l'occurrence, celle-là, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait dire qu'avec 220 000 morts dans les rues, dans le climat que vous avez en Haïti, il faut se débarrasser le plus vite possible des corps pour éviter les épidémies. Et c'était un petit peu, dans le séquençage qu'on avait fait du tremblement de terre, une sorte de manière de montrer une sorte de vitesse à faire disparaître les corps parce que le choléra et un certain nombre d'autres épidémies
était... Voilà ce que l'information, et elle était dans un séquençage précis, dans ce qu'on appelle le storytelling, qu'on fait à chaque fois pour nos histoires. Là, en l'occurrence, on avait 30 pages ou 35 pages sur Haïti. Elle intervenait à la fin, on avait raconté le tremblement de terre dans toute son ampleur. On avait même trouvé un photographe qui était là au début, qui est en train de photographier un groupe de gamines dans la rue. La photo d'après, les gamines, elles sont 1 mètre au-dessus du sol. Et on avait fait 2 doubles pour montrer l'instant exact du tremblement de terre jusqu'à ces scènes à la morgue où on se débarrasse le plus vite possible des cadavres pour éviter les épidémies. Voilà. Ce sera la toute dernière question. Bonsoir. Je reviens à l'intitulé de la table ronde qui est la photographie de guerre, un témoignage pour la paix. Je pense que je ne peux pas répondre à cette question facilement puisqu'on est là pour essayer de répondre. Mais je pense que la photographie de guerre peut témoigner pour la paix comme elle peut aussi témoigner pour la guerre et contribuer pour la continuation d'une guerre. Je pense que c'est l'optique du photographe, c'est le photographe lui-même qui contribue justement à ce que sa photo témoigne pour la paix ou pour la guerre, et que l'effet d'optique, le cadrage et toutes ces techniques qu'un photographe peut utiliser qui sont l'outil de son témoignage. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose sur... voilà. J'ai un exemple dans ma tête qui est la fille à Haïti, qui était entourée d'une dizaine de photographes. Je ne sais pas si vous savez de quelle photo je parle. Une fille à Haïti entourée d'une dizaine de photographes. Oui, elle avait un genre d'ardoise où... Oui, je me souviens. Il n'y a qu'un seul photographe qui a pris cette photo de cette fille avec la dizaine de photographes et que nul photographe n'a essayé de la sauver. Ils faisaient tous leur boulot, comme vous le disiez, qui était d'être photographe, de prendre des photos, mais je pense qu'ils ont un petit peu oublié tout de même leur côté humain qui témoignera pour la paix. Pardon. J'y étais pas, mais il me semble que c'est une photo en Haïti d'une fille qui s'est fait tirer dessus par la police haïtienne, effectivement, qui est morte. Elle était morte, hein, elle n'était pas blessée, elle était morte. Et il y avait effectivement un certain nombre de photographes autour qui prenaient la scène, et voilà, il y avait le chant, le contre-chant. Mais je crois que cette fille, enfin, j'y étais pas, mais cette fille était, je crois que cette femme était morte. Ils l'ont pas regardé agoniser. Et puis, après, quand on fait des photos d'un conflit ou quelque chose, c'est évidemment notre œil, notre choix d'optique, notre choix de cadrage, c'est notre patte. Enfin, oui, bien sûr, forcément. Chacun fera une photo différente, mais c'est pas pour ça qu'on va manipuler la réalité. On ne travaille pas pour la paix ou la guerre, je le redis, c'est pour informer. Moi, je travaille pour informer mes lecteurs et puis l'opinion un peu derrière après, s'il y a plusieurs. Mais voilà, j'ai pas une mission d'essayer de transformer, d'influencer les grands de ce monde. Moi, déjà, je fais mon job pour mon support. Mais en même temps, il y a quand même, là vous citez un exemple, mais je peux vous en citer plein, moi, des exemples. Des photographes, des reporters sont venus au secours de gens blessés, transportés. Regardez simplement la petite fille, c'est un photographe américain qui la sauve vraiment. Et il y a plein d'autres exemples comme ça où moi j'ai vu sur les photos, où je vois des photographes, des reporters, des journalistes, le boîtier autour du cou et aidant à transporter un blessé. Ou empêchant un lynchage en Afrique. Ça arrive assez fréquemment. Hein. C'est arrivé à Jérôme Delay, c'est arrivé d'empêcher ou d'intervenir parce que le photographe est là. La foule ne va pas jusqu'à la mise à mort. Une espèce de crainte qui se... Mais moi, je rajouterais par rapport à ce que vous dites, vous voyez peut-être un côté un peu... on a entendu le terme charognard sur les photographes. Moi, je vous dirais que
peut-être pour conclure qu'il n'y a rien de pire qu'un conflit qui se déroule sans photographe. Il y a des drames, parfois, nous on voit le rythme de l'actualité. Je pense à un tremblement de terre qui avait eu lieu au Pakistan, et juste un peu après celui d'Haïti, me semble-t-il, il n'y avait aucun focus international. Il y avait peut-être 10 000 morts, et c'est passé. Ah oui, oui. Donc vous voyez, parfois on a une actualité énorme qui en cache une autre. Ça, c'est terrible. Mais il y a aussi le drame qui se passe au fond de la jungle avec une ethnie, un tel qui est massacré par une autre, et il n'y a aucun photographe. Il y a des cas comme ça. Donc un conflit qui n'est pas couvert, c'est bien pire qu'un conflit qui est couvert. Merci infiniment pour vos interventions qui sont très... qui font avancer le débat en tout cas. J'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir à nouveau, peut-être pour avancer, puisque des conférences comme celle-là, nous pourrions en faire des dizaines certainement pendant l'année. Et en tout cas, c'est avec grand plaisir.